Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. On poursuit donc notre série de vidéos sur les aberrations de l'univers Briscard et aujourd'hui on va parler surtout de l'aberration totémique. L'aberration totémique est la seconde qui est sortie dans l'univers Briscard par TGCM. Comme son nom l'indique, elle est basée sur la magie du totémisme, la magie des Thuléens, hein, qui est une magie chamanique et qui est très orientée sur les quatre éléments, hein, l'air, le feu, la terre et l'eau. Je vais essayer d'être un petit peu plus concis que lors de la précédente vidéo sur l'aberration symbiotique, parce que cette aberration, il y a quand même beaucoup de choses à dire, et j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures, sinon je vais vous perdre. Voilà. Donc, en présentation générale, en plus de dire que cette aberration est liée à la magie du totémisme, c'est une aberration dont le concept permet une très grande rejouabilité intrinsèque. C'est vrai que les autres aberrations permettent une rejouabilité, hein. L'aberration symbiotique et alchimique qu'on verra un peu plus tard, si on ne choisit pas les mêmes sorts, en fonction du scénario, etc., on peut avoir des aberrations légèrement différentes. Mais sur le principe, par exemple, par rapport à l'aberration symbiotique, entre le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 de l'aberration symbiotique, c'est juste la même aberration sur le même principe, de plus en plus puissante. Là, l'aberration totémique, ça va être complètement différent comme on va le voir via justement ce concept des quatre éléments. Puisque une même aberration totémique, pardon, par exemple de niveau 1 ou de niveau 2, vous l'affrontez une première fois, le joueur fait d'autres choix comme on va le voir, et vous allez affronter une aberration qui va être complètement différente, avec d'autres forces et d'autres faiblesses. Et c'est ça qui va faire qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, on va voir un petit peu le fonctionnement de cette aberration et surtout sa composition. Voilà. L'aberration totémique, globalement, a assez peu de membres, puisque autour de son corps, il y a une seule tête, contrairement à l'aberration symbiotique où il y en a deux, un seul bras, l'aberration symbiotique, elle, en avait trois, et des pieds. Des pieds, il y en a quatre, mais il y en a quatre au maximum, parce que c'est justement là-dessus que se joue cette rejouabilité, puisqu'une aberration totémique n'aura que 2 des 4 pieds au niveau 1, 3 pieds au niveau 2 et la totalité des pieds au niveau 4. Voilà, donc il y a un petit peu moins de rejouabilité, on va dire, au niveau 3, mais l'aberration totémique au niveau 3, faut quand même déjà arriver à la vaincre, hein, c'est déjà pas mal. Mais au niveau 1, au niveau 2, sur des parties, on va dire, à valeur plus modérée en termes de points de jeu pour l'équipe de briscard adverse, il y a des choix à faire au début de la composition, comme on va le voir, et chacun de ces choix va énormément influencer le style de jeu de cette aberration totémique. Donc, on va voir un petit peu en détail ces différents parties de membres. Donc déjà, le corps de l'aberration totémique, comme on le voit, a beaucoup de points de vie. Comme l'aberration symbiotique, elle a une armure, mais en plus de ça, elle a une capacité qui lui permet de renvoyer systématiquement le premier dégât subi et les effets associés. Donc déjà, dès que vous avez un briscard qui va taper dessus, qui va générer du feu, des chocs électriques, du poison, ou par exemple des effets de gelure, déjà il y a une partie de ces éléments qui de base, ces effets, que l'aberration, elle, est immunisée, mais de toute façon, elle le renvoie sur le briscard. Donc déjà, vous avez un bouclier quand même extrêmement puissant. Et quand on voit ces caractéristiques, on voit que c'est quand même un autre niveau que l'aberration symbiotique. Puisque elle a toujours une très grosse constitution et une très grosse force. Sauf qu'on est encore au niveau supplémentaire, puisque dès le niveau 1, elle a 9 de consti, 8 de force. Et ça peut monter jusqu'à 11 de constitution et 9 de force au niveau 3. Voilà, l'aberration symbiotique, c'était la première à avoir une constitution avec une dizaine. Là, on a même dépassé les 10 puisqu'on atteint les 11. Et l'autre chose qu'on remarque par contre, c'est qu'en plus d'avoir une agressivité assez importante comme l'aberration symbiotique, le mental est très haut aussi, hein, 5 voire 6 au niveau 3, mais surtout la dextérité est relativement importante. Au niveau 1, le 4 de dextérité
fait que c'est tout à fait gérable. Par contre, au niveau 2 et au niveau 3, on monte à 5 puis à 6 de dextérité. Donc c'est une aberration, en termes de caractéristiques, elle n'a pas vraiment de valeur faible, contrairement à l'aberration symbiotique. Bref, déjà, on voit qu'elle est endurante, elle encaisse, c'est déjà un beau bébé. Hein. À côté de ça, elle a un seul bras. Enfin, elle en a deux, mais elle a une seule carte qui regroupe ses deux bras. Ce bras, comme on voit, quel que soit le niveau, il n'y a que 7 points d'action. Par contre, les points de vie augmentent avec le niveau, et il y a deux types d'attaques. Soit un coup rotatif qui utilise un seul des bras, qui fait quand même 1d5 plus 2 dégâts, qui va faire des dégâts de zone, et qui va sonner en cas de réussite critique. Et le joueur peut décider de passer à une attaque qui va faire les deux bras en même temps, et là, ça coûte 3 points d'action au lieu de 2 points d'action, pardon. Par contre, ça va faire 1 des 10 plus 4 dégâts. Donc globalement, ça va faire le double de dégâts. Ça touche toujours la totalité des adversaires. Ça les sonne toujours en cas de réussite critique. Et en plus, ça les repousse d'un des 5 brasses avec un effet de collision. Donc on a non seulement un effet qui va faire des dégâts de zone, mais en plus qui va éjecter les briscards en dehors de la zone de contrôle de l'aberration totémique. Voire qui va entraîner de nombreuses dégâts de collision. Bref, une bonne capacité à faire des dégâts. La tête maintenant de cette aberration, qui est toute seule, qui néanmoins compense le fait d'être toute seule parce que les nombres de points d'action augmentent avec le niveau. Au niveau 1, on a 8 points d'action, on passe à 9 au niveau 2 et ça monte même à 10 points d'action au niveau 3. Donc on voit tout de suite que c'est une aberration qui peut aussi s'orienter sur le lancer de sorts avec pas mal de capacités d'invocation, surtout vu son mental. Des points de vie qui sont relativement corrects, et nouveauté par rapport à l'aberration symbiotique, cette tête a une capacité d'attaque en plus du fameux coup de tête, et c'est un gabarit de souffle. Donc le gabarit de souffle, c'est le gabarit identique au colosse et à la monture au Renok. Donc c'est quand même un gabarit assez imposant, qui va faire 1d5 plus 2 dégâts, en plus de repousser encore une fois les briscards à 3 brasses du socle de l'aberration. Donc ça les sort de la zone de contrôle. Donc ça permet d'évacuer encore une fois les briscards, de les sortir de la zone. Et on va voir après coup avec les totems, avec les pieds, que ça a une grosse importance et une grosse force là-dessus. Voilà. En tout cas, en tant que joueur aberration, on aura le choix. Soit on va faire quand même des attaques de souffle. Je rappelle quand même que cette attaque de souffle, ce n'est pas une botte, c'est une attaque. Donc force x2. Donc c'est compliqué à défendre. Et surtout, elle peut l'enchaîner plusieurs fois si elle veut. Voilà. Et entre guillemets, c'est tout pour les membres qui sont liés au corps de l'aberration. Et ça, on va bien le remontrer après, quoi. Mais après, il y a les pieds. Et les pieds, donc, qui sont au nombre de 4. Et ces pieds, comme on peut le voir, il y en a 2 sur ce tapis qui peuvent venir défendre le corps. Mais les pieds de cette aberration totémique ne sont pas rattachés directement au socle de cette aberration. Ils ont, entre guillemets, une vie autonome, ou quasiment autonome. Et c'est l'une des grandes particularités de cette aberration, c'est qu'autant le corps va être forcément rattaché à la tête et aux deux bras, donc qui vont pouvoir la protéger, autant les jambes, pas forcément. Déjà, en tant que joueur aberration, vous aurez le choix, quel pied vous allez mettre pour potentiellement protéger ce corps, mais en plus, parce qu'il n'y en a que 2 sur les 4 potentiels qui vont pouvoir le protéger si vous êtes au niveau 3, mais en plus, il va falloir que ces pieds soient à portée pour protéger ce corps. C'est-à-dire que si les pieds s'éloignent un peu trop de l'aberration en elle-même, ils ne vont pas pouvoir aider à défendre cette aberration. De la même manière, comme ils ne sont pas directement liés au socle de l'aberration, si vous faites une attaque de zone qui touche le socle de l'aberration totémique, ces pieds-là ne seront pas affectés par les attaques de zone, sauf si le socle dédié de ce pied totémique est lui-même sous l'effet de cette attaque de zone. Alors, les 4 pieds sont les suivants.
on va commencer par le totem d'air. Donc le totem d'air, c'est l'un des 4 premiers pieds auxquels vous aurez accès. Et c'est un totem qui forcément est relié avec des capacités très liées au vent. Donc uniquement 6 points d'action, ça n'augmente pas avec les niveaux. Et les points de vie sont relativement faibles, j'allais dire, hein, pour une aberration, mais augmentent assez rapidement avec les niveaux. Et elle a 2 capacités. C'est la première, déjà, elle a un mouvement aléatoire de 2d 5 brasses. C'est le vent, hein, je trouve que ça va très bien avec le principe, puisqu'elle se déplace plus ou moins vite en fonction de la force du vent. Et elle a une attaque particulière, hein, ce pied, chaque pied en fait a une attaque. Ce pied, c'est le vent rugissant, donc c'est 3 points d'action, c'est quand même assez cher comme attaque. Par contre, ça l'allonge. Et effectivement, c'est l'une des caractéristiques aussi que j'ai oublié de dire par rapport aux pieds de cette aberration, c'est comme ils sont sur des socles, on va dire standards de 40 cm, c'est des morceaux de cette aberration qui n'ont qu'une zone de contrôle d'une demi-brasse. Ils n'ont pas la zone de contrôle de 2 brasses d'une aberration de base. Alors, le pied, le corps et la tête ont une zone de contrôle de 2 brasses, mais pas les pieds. Voilà. Néanmoins, le totem d'air, lui, a cette allonge, néanmoins avec son attaque. Et c'est une attaque qui va faire 1 des 10 plus 5 dégâts, qui va être réparti parmi tous les adversaires dans la zone. Donc, on est obligé de mettre au moins 2 de dégâts par briscard adverse. Mais après, le joueur qui fait l'attaque peut répartir comme il veut. S'il y a 2 adversaires, il peut en mettre 2 dégâts sur un et le reste sur l'autre. Et en même temps, c'est une attaque de vent, ça repousse les adversaires d'un des 5 brasses avec des effets de collision. On commence déjà à voir qu'il y a quand même beaucoup de capacités qui vont repousser vos briscards. Et le vent, en tout cas le totem d'air, a une combinaison, une combo avec le feu et avec le totem de feu, puisque les briscards qui sont en feu, à cause du vent qui va propager le feu, vont subir immédiatement 1 des 5 dégâts de plus. Donc ce totem d'air, on voit tout de suite, il a un intérêt d'être en combinaison avec des attaques enflammées. Et des attaques enflammées, on va voir, on en a beaucoup. Voilà. Par contre, il faut voir une chose, c'est que chaque totem a des capacités pour attaquer ou défendre un peu particulières qui ne dépendent pas forcément de la constitution. Et ce totem d'air, ces attaques se résolvent forcément en dextérité plus force. Donc, par rapport à une attaque normale force x2, on voit quand même que la dextérité de l'aberration totémique est un petit peu moins bien que sa force. Donc, le seuil est un petit peu moins haut. Donc, ça permet de plus facilement défendre. Et ces parades, donc les défenses de base du totem d'air, se font pas sur constitution, mais sur dextérité. Voilà, mais uniquement les parades. Voilà. Bien sûr, le totem d'air, lui, est insensible au feu, puisque quand on essaye de l'enflammer, ça s'éteint. Voilà. Donc on voit que c'est déjà une capacité de dégâts de zone qui repousse, par contre, qui est un petit peu plus compliqué à... Il a un seuil un petit peu plus bas pour se défendre. Le deuxième totem qu'on va voir, c'est le totem de feu. Donc ce totem, lui, c'est un peu le pendant du totem d'air. Il a des points d'action assez faibles aussi, mais qui augmentent un petit peu au niveau 2 et 3. Des points de vie qui, eux, ne bougent pas, qui restent à 20, ce qui est déjà pas mal, surtout au vu des capacités qu'on va voir. Voilà. Son mouvement, c'est très simple, hein, c'est du feu. Il a un mouvement de 2, et chaque briscard en feu lui rajoute 1 en mouvement. Donc potentiellement, de base, le totem se déplace très lentement, mais plus il y a de briscards adverses qui sont enflammés, plus le totem va se déplacer vite. Et ça peut aller très très vite, puisqu'il n'y a pas de limite au briscard enflammé. Donc si d'un seul coup le totem de feu ou une autre capacité se met à enflammer 5 ou 6 briscards d'un coup, on monte rapidement un mouvement de 6 ou 7 brasses pour le totem. Voilà. Et justement, ce totem a 2 attaques. La première, c'est un lance-flamme, parce que sinon c'est pas drôle, pour 3 points d'action. Donc c'est relativement cher, mais pareil, c'est une portée de gabarit de souffle, donc attaque de zone, qui peut se faire au corps à corps,
et qui va faire 5 de dégâts et qui enflamme. Et la deuxième attaque, c'est une attaque sur un seul briscard qui va faire 3 des 10 dégâts de feu pour 4 points d'action. Et en plus, ce briscard va être ceinturé. Et ça se résout comme un ceinturage. Donc on a quand même deux capacités qui font quand même beaucoup de dégâts, soit de zone, soit de base. Pardon, j'ai des licans derrière moi. Voilà. Et ce totem de feu, en plus, de nombreuses capacités, puisque déjà, comme il enflamme, tous les briscards qui sont gelés perdent cette gelure dans sa zone de contrôle, mais vont en plus prendre 2 points de dégâts. Donc ça peut être un intérêt, c'est où vous avez un briscard qui subit l'effet de gelure, vous le mettez dans la zone du totem de feu, et il va perdre cet effet. Bon, par contre, il va prendre des dégâts de feu. Hein. Et c'est surtout ça la principale force de ce totem de feu, c'est qu'il va perdre 1 point de dégâts en moins par attaque subie, par briscard en feu, dans sa zone de contrôle. Donc on voit rapidement le truc, c'est que le totem de feu peut enflammer en zone, peut se déplacer très très rapidement une fois qu'il y a pas mal de briscards enflammés. Et ici, il s'engage avec de nombreux briscards enflammés. Il a une armure qui peut monter très haut, donc qui peut devenir très compliqué à détruire. Voilà. Et on a le pendant de chaque totem avec ses attaques qui vont se résoudre uniquement avec force plus mental, et pas force x2. Le mental étant un petit peu plus faible que la force, on a un seuil d'attaque qui est un peu plus facile à défendre quand même. Et les parades, elles, se défendent à mental. Voilà. Donc, pareil, on voit tout de suite que les totems ont des seuils d'attaque et de défense de base un petit peu plus faibles. Hein, et ça en fait, entre guillemets, le maillon faible de cette aberration. Mais on voit bien l'effet avec le totem de feu, le totem d'air qui peuvent se combiner. Avec ceci, on rajoute le totem d'eau. Alors le totem d'eau, c'est un peu l'opposé du totem de feu, puisque celui-ci, forcément, avec l'eau, on va voir qu'il a des interactions opposées. Il a un nombre de points d'action un petit peu plus élevé, 7 voire 8. Un nombre de points de vie assez faible de base, mais qui monte avec les niveaux. Lui, son mouvement, il est constant à 5 brasses, donc ça se déplace très vite. Hein, et il a 2 capacités à distance, donc c'est des attaques. Donc il n'aime pas être engagé au corps à corps. La première, c'est simple, ça fait que 3 dégâts, mais c'est une portée limitée. Donc dès que je vois le briscard, je peux lui tirer dessus. Et clairement, c'est une attaque anti-arme à poudre et anti-canon, puisque si la cible ne se défend pas, elle va prendre les 3 dégâts. Et dans tous les cas, elle ne pourra pas utiliser d'arme à poudre jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Donc, si votre briscard avait un fusil, une arme à feu, ou c'était le servant dédié d'un canon, eh ben, il n'a plus le droit de l'utiliser. Donc pendant une activation, vous perdez votre arme à feu, votre arme à poudre, ou votre artillerie. Et ça, stratégiquement, ça peut faire très mal. Donc par contre, il ne peut pas le faire trop, avec 3 points d'action pour l'attaque. Et la deuxième, c'est le dard de glace. Ça a une portée de 6 brasses. Cumulé avec le mouvement de 5 brasses, ça peut aller chercher un briscard quand même un peu loin. Ça fait 5 dégâts, c'est pas rien. Ça peut être utilisé au corps à corps, et ça provoque l'effet gelure. Bien sûr, chacune de ces attaques éteint le feu aussi. Voilà. L'eau, forcément, c'est compliqué à embêter, à bloquer, donc il n'y a jamais aucun malus de mouvement. Donc mouvement 5 tout le temps. Et comme les 2 autres totems, on se retrouve avec un totem qui va attaquer à dextérité x2. Bon, finalement, comme c'est des attaques de tir, c'est un peu logique. Et ses parades se font aussi à dextérité. Il est bien sûr insensible au feu et à la gelure. Le quatrième et dernier totem, c'est le totem de terre. Donc ce totem, lui, est encore plus particulier, puisqu'il ne se déplace pas du tout. Mouvement 0 brasse. Il a 6 points d'action et il n'a aucune attaque. Par contre, il a un nombre de points de vie absolument faramineux. Le minimum est de 30 et ça monte à 35. Et il a la capacité diamant pur qui fait qu'il réduit systématiquement les dégâts subis de 4 points. Tout le temps, c'est non modifiable, non boostable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'améliorer, mais on ne peut pas le réduire non plus.
Donc, arriver à détruire ce totem qui a 30 points de vie, qui absorbe 4 points de dégâts à chaque fois, faut vraiment avoir un bonhomme qui tape très fort ou enchaîner les critiques. Voilà. Mais finalement, à part encaisser, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il a sa capacité de faille. Sa faille, ça fait que globalement, tous les briscards qui entrent dans sa zone de contrôle ne peuvent plus en sortir. Et ils ne peuvent pas sortir de cette zone puisque, en plus de ça, au début de l'activation du briscard, sur un 3+, on lance un dé 10, et donc sur un 3+, donc ça arrive quand même quasiment tout le temps, ce briscard est complètement pris dans cette fameuse faille, et il n'a plus le droit de faire aucun mouvement. Donc il reste cloué sur place. La seule chose qu'il peut faire pour éviter ça, c'est consommer la totalité de ses points d'action pour arriver à se libérer. Donc il va claquer tous ses points d'action et utiliser son mouvement gratuit pour sortir de la zone. Voilà. Mais on se retrouve avec des briscards qui se retrouvent complètement bloqués. Globalement, c'est une sorte d'aimant. Et il faut perdre une activation complète pour sortir. Alors, il y a quand même en théorie des capacités pour sortir de ça. Puisque potentiellement, si vous avez la force nécessaire, vous pouvez prendre ce totem et le lancer. Mais je rappelle, hein, les totems ont les caractéristiques de l'aberration. Et avec une constitution de 9, 10 ou 11, il faut que votre briscard ait une force au moins de 9, 10 ou 11. Voilà, globalement, c'est les plus gros colosses. Et en plus, il faudrait avoir des potions de force. Pour arriver à faire ceci, ça paraît compliqué. Ou alors, vous avez des capacités, des attaques qui permettent de repousser l'adversaire. Hein, je pense par exemple à certains colosses. Je crois qu'il y a un colosse de Noël qui fait ça, qui avec ses coups de poing qui permet de repousser, mais il y a plusieurs briscards qui ont des attaques qui repoussent. Donc ça vous permet de sortir. Mais pour ça, il faut avoir une attaque qui va réussir à passer. Et ça peut être une possibilité. Voilà. Donc là, on a fait un peu le tour des descriptions de ces 4 totems et de l'aberration totémique de manière générale. Sauf que ce n'est pas tout. Hein, comme on voit là déjà, vous avez un début, comme je disais, de capacité à avoir une aberration un petit peu différente, puisque si vous prenez par exemple le totem de terre et le totem d'eau ensemble, parce que vous êtes au niveau 1, bah, vous avez un totem qui va engluer l'adversaire et un totem qui va aller pourrir les briscards tireurs ou les artilleurs, hein, mais vous n'aurez pas une grosse force de frappe avec ces totems. Et au contraire, si vous prenez les totems de feu et d'air, vous avez des totems qui sont extrêmement mobiles, qui vont avoir des capacités à faire de gros dégâts de zone, à repousser l'adversaire, par contre, qui encaissent beaucoup moins, et qui n'ont finalement pas beaucoup de capacité à aller chercher vos tireurs. Donc rien que là, vous avez une bonne rejouabilité là-dessus, parce qu'au niveau 1, bah, il faut en choisir que 2 sur les 4, et après, bah, vous faites vos combinaisons, et même au niveau 2 de votre aberration, vous avez en fait la capacité d'avoir 3 totems sur les 4, donc de faire des combinaisons un petit peu différentes. Mais cette rejouabilité est encore améliorée par 2 autres capacités que je vais vous montrer avec le tapis, puisque le tapis d'ailleurs il est génial en passant, puisqu'il y a les règles de ces 2 capacités qui sont les auras totémiques et les champs totémiques, qui vont permettre encore une fois d'augmenter cette rejouabilité. La première, c'est l'aura totémique. Tout simplement, au début, quand vous commencez la partie, vous choisissez en fait l'un des 4 éléments. En tout cas, le joueur qui joue l'aberration choisit l'un des 4 éléments. Et il va lancer une aura liée à cet élément. L'aura de givre, l'aura de feu, l'aura de vent, l'aura de terre. Et ça, c'est complètement indépendant des totems que vous avez choisis. Et cette aura va avoir un effet tout au long de la partie, de manière passive, sur l'aberration. Donc par exemple, l'aura de givre, tous les briscards qui rentrent dans la zone de contrôle de l'aberration, donc du corps hein, de l'aberration, vont immédiatement perdre un point d'action et subir l'effet gelure. L'effet gelure,
de souvenir, c'est -1 ou -2 en mouvement et -1 ou -2 en dextérité. Hein, j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est ça. Voilà. Forcément, l'aura de feu, elle, au contraire, c'est tous les briscards qui rentrent dans la zone de contrôle vont subir immédiatement un des 5 dégâts de feu. Donc vous allez jouer sur les dégâts. L'aura de vent, eh ben, c'est quand vous activez la tête de l'aberration, vous repoussez immédiatement tous les briscards qui sont dans la zone de contrôle de l'aberration d'un des 5 plus 5 brasses, avec forcément effet de collision, à la fin de l'activation de la tête. Donc vous jouez encore sur le repoussement des briscards. Et enfin, la dernière, l'aura de terre, c'est tout simplement le corps qui a une armure. Et ben, l'armure du corps de l'aberration va être améliorée, va passer à -2, 6, -4. Donc vous allez avoir un corps qui va encaisser beaucoup plus fort. Et en plus de ça, les attaques de coup rotatif à 2 bras du double bras, hein, que je rappelle, eh ben, ils vont sonner de base. C'est-à-dire que c'est pas uniquement sur un coup critique, c'est sur chaque attaque du double bras, en attaque de 2 bras uniquement, hein, qui fait 3 points d'action, hop, vous envoyez un effet sonné en plus sur tout le monde. Voilà. Donc là, on voit bien que là, il y a un autre choix qui entraîne un autre mode de jeu, qui va jouer sur je vais repousser les adversaires, je vais infliger des dégâts en plus, je vais réduire les points d'action et le mouvement et la dextérité de l'adversaire, etc. Ou je vais augmenter ma capacité à encaisser et à taper avec le sonnet, qui va complètement aussi changer la façon d'affronter cette aberration. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a les fameux champs totémiques. Les champs totémiques, globalement, c'est quoi? C'est un lien, parce que les pieds de l'aberration totémique sont à distance du corps de l'aberration, mais ils sont tout de même reliés. Et ce lien est représenté par ce fameux champ totémique qui peut avoir une portée de 5 brasses maximum. C'est-à-dire qu'il faut, pour avoir l'activation de ce champ totémique, il faut que le totem soit dans les 5 brasses de l'aberration. Mais dès qu'il est dans les 5 brasses, il faut imaginer une sorte de... Vous faites un rayon de la taille du socle du totem qui va en ligne droite jusqu'au corps de l'aberration. Et il va y avoir l'effet de ce champ totémique qui va se répandre dans la zone de contrôle du pied totem et dans ce fameux rayon. Donc un rayon qui a une épaisseur d'une demi-brasse. Et ce champ totémique est directement dépendant du pied totem auquel il est relié. Donc par exemple avec le totem d'eau, il y a un champ totémique frigo qui fait que tous les briscards qui sont dans cette zone de contrôle, dans ce fameux champ, donc dans le rayon ou dans la zone de contrôle du totem, vont perdre 2 points d'action supplémentaires et subir un effet gelure jusqu'à la fin de la prochaine activation. En même temps, comme il fait froid et qu'il y a de l'eau gelée, ça éteint le feu. Le totem de terre, lui, va avoir la faille qui va s'étendre justement en rayon jusqu'au totem. C'est-à-dire que le briscard, il va être bloqué, il va perdre la capacité à sortir de la zone de contrôle du totem, mais en plus, il va être incapable de sortir de ce rayon qui va relier le totem au corps de l'aberration. Donc ça fait une grosse zone, potentiellement jusqu'à 5 brasses, qui va nullifier les mouvements, en tout cas empêcher les briscards de traverser, et qui va encore les engluer. Le totem de feu, lui, va générer un effet de champ de fournaise, et ce champ, par contre, ne fonctionne qu'à partir du niveau 2. Donc il faut avoir une aberration de niveau 2 ou 3. Au niveau 1, il n'y a pas de champ de feu qui s'active. Par contre, ce champ de feu, c'est dès que vous arrivez dans la zone de contrôle du totem de feu ou dans ce rayon d'action, votre briscard va être obligé de faire un Shiver Mid-Timber, donc de perdre la totalité de ses points d'action, et s'il loupe ce Shiver Mid-Timber, il va subir 2d5 points de dégâts. Donc c'est encore une autre capacité à faire perdre les points d'action aux briscards adverses, tout en leur infligeant des dégâts. Et enfin, pour terminer, l'œil du cyclone pour le totem de vent,
qui va faire que la zone du totem de vent plus ce rayon, potentiellement jusqu'à 5 brasses, va être considéré comme un terrain difficile. Donc on réduit les mouvements par 2. Et en plus de ça, à partir du niveau 3, chaque action qui est effectuée par un briscard dans ce champ totémique va lui infliger un saignement de niveau 1. C'est-à-dire que si vous allez taper le totem d'air dans ce champ, ou que vous êtes dans cette zone et que vous allez tirer ou taper sur l'aberration en elle-même, vous allez à chaque activation, à chaque mouvement, à chaque action, vous allez prendre un point de saignement. Et ce qui est encore plus drôle sur les combinaisons entre totems de feu et de vent, c'est que si les deux totems, feu et vent, ont une zone de contrôle commune, ne serait-ce que d'un quart de brasse, hein, un minimum commune, et ben la zone, l'effet de feu, va se propager grâce au vent. Donc on va se retrouver avec la zone de contrôle du totem de feu et la zone de contrôle du totem de vent qui vont subir ces fameux effets de feu. Voilà. Donc, tout ça accumulé, on voit bien qu'il y a énormément de possibilités. Je n'ai pas compté le nombre, hein, je vous laisserai compter si vous avez envie. Mais entre les auras, entre les totems, entre le niveau 1, 2 et 3, bon, niveau 3, vous avez tout, à part l'aura totémique, hein, qui donne 4 possibilités. Mais au niveau 1 et au niveau 2, vous avez une aberration avec énormément de choix, énormément de possibilités qui vont complètement modifier la façon de la jouer et la façon de l'affronter. Si votre adversaire, si vous êtes les briscards, que vous avez 2 ou 3 canons et qu'en face il n'a pas le totem d'eau, vos canons sont un petit peu plus ils risquent d'être un petit peu plus efficaces que s'il avait ce fameux totem d'eau. Voilà. Donc tout ça fait que cette aberration totémique est quand même ultra intéressante, je trouve, par rapport à tout ça. Et je trouve que le concept est extrêmement bien pensé. Voilà. Néanmoins, il y a une dernière chose auquel je viens de penser et je n'ai pas parlé, c'est cette aberration totémique. Elle n'a pas de pied en elle-même, donc elle ne peut pas se déplacer. Vous avez bien vu, les totems en eux-mêmes sont séparés, peuvent se déplacer, mais l'aberration en elle-même n'a pas de mouvement. Voilà, elle n'a pas de moyen de... Voilà, c'est un pilier. Donc, a priori, elle ne devrait pas bouger de la partie. Sauf qu'au contraire, elle est extrêmement mobile, grâce à une capacité, puisque au moment où vous activez l'un des pieds totems, vous pouvez décider de sacrifier 2 points d'action ou son mouvement gratuit au cours de l'activation de ce pied pour faire une sorte de téléportation. Vous allez échanger la place de ce totem pied avec le corps de l'aberration, donc le corps, la tête et le bras. Ce qui fait que si d'un seul coup vous avez par exemple le totem d'eau qui se retrouve engagé au corps à corps et qui est en mauvaise posture, vous activez ce totem d'eau et hop, vous échangez votre place avec le corps. Ce qui fait que d'un seul coup, tous les briscards qui avaient engagé le totem d'eau en se disant on va défoncer le tireur qui nous embête, et ils se retrouvent engagés avec l'aberration elle-même. Et le totem d'eau se retrouve hors de danger, en tout cas sorti de la zone. Pour ça, il y a quand même une contrainte, c'est qu'il faut que le totem puisse se positionner à la place de l'aberration. Ça, en théorie, il n'y a pas trop de problème, parce qu'on passe d'un socle de 80 à un socle de 40. Par contre, il faut que l'aberration ait la place de se positionner là où il y avait le totem. Et là-dessus, vous allez pouvoir jouer, on en reparlera un peu, sur ce positionnement pour empêcher certaines téléportations en jouant sur le terrain, en jouant avec vos briscards et tout. Mais tant que vous n'empêchez pas ça, les totems et l'aberration vont pouvoir se déplacer très très vite. Et donc on peut très bien imaginer un totem de feu, qui a déjà brûlé pas mal de gens, qui se déplace très très vite, ou un totem d'eau, qui va se déplacer pour se retrouver quasiment au contact de votre bande de briscards, et qui claque 2 points d'action pour échanger de place, et vous retrouvez avec toute votre bande qui se retrouve engagée avec l'aberration, et le totem d'eau qui est de nouveau de l'autre côté de la table. Voilà. Ça en fait donc une aberration très endurante, extrêmement mobile, et comme en plus on voit qu'il y a de nombreuses capacités pour repousser l'adversaire, et avec ces téléportations, on se retrouve avec des champs totémiques qui peuvent se retrouver à changer de place
et d'environnement. Puisque si vous avez l'aberration qui est dans un coin avec les 3 totems devant, ben vous avez des champs totémiques qui le relient au fond. Et puis si d'un seul coup l'aberration se retrouve en première ligne, et ben vous avez des champs totémiques qui changent complètement de place. Et ça, en tant que joueur briscard, c'est très compliqué pour anticiper tout ça, pour se prémunir de tout ça, puisqu'il faut penser à se positionner pour ne pas être, bah tiens, si l'aberration se met à tel endroit, je vais me retrouver dans l'aura de fournaise, ou qui va m'obliger à faire un Shiver Me Timber, alors que l'aberration vient de se téléporter juste à côté de moi, et je me retrouve avec un briscard sans aucun point d'action, et au contact avec l'aberration et l'activation des doubles bras potentiels. Donc c'est extrêmement intimidant à affronter au début. C'est pas facile non plus à maîtriser en tant que joueur d'aberration, mais ça en fait un combat franchement très fun, où ça bouge de partout, ça balance des auras un petit peu à droite à gauche, et ça lance des sorts. Parce que bien sûr, cette aberration a aussi des sbires et des capacités. Les sbires, il n'y en a qu'un seul. Il y a une seule anomalie totémique. Il y a 2 figurines, mais un seul profil. Les 2 anomalies ont exactement le même profil. Donc au maximum, vous pouvez avoir sur la table 2 anomalies totémiques maximum. Hein, à comparer avec l'aberration symbiotique, qui avait 2 profils différents, et que chaque profil, on peut en avoir 2 ou 3. Donc on pouvait avoir de nombreuses anomalies symbiotiques. Là, au maximum, il peut y en avoir que 2 en même temps. Au niveau des caractéristiques, l'anomalie totémique a une forte constitution, et sinon les caractéristiques sont relativement faibles, avec des lignes à 3. 6 points d'action, c'est faible, mais finalement c'est un sbire, hein, on ne lui en demande pas plus, et uniquement 15 points de vie. Son attaque, c'est une attaque de tir, mais qui peut être utilisée au corps à corps. Voilà. Donc un seuil de 6, ça se défend facilement, mais à une portée de 6 brasses. La force de cette attaque, c'est pas trop les dégâts, c'est surtout que ça provoque l'effet gelure. On rappelle, hein, ça réduit la dextérité et le mouvement de la cible. Ce qui en fait une très bonne capacité pour embêter vos tireurs ou vos artilleurs. Voilà. Et elle a d'autres capacités, puisque les briscards qui s'activent au contact ou dans la zone de contrôle de cette anomalie perdent 1 point de vie, et en plus subissent directement l'effet gelure. Voilà, donc c'est vraiment sa capacité. Je viens embêter l'adversaire, je lui fous des effets gelure. C'est un peu le pendant de l'anomalie symbiotique qui balançait du poison un peu partout. Voilà. Et comme ça ne suffisait pas, puisque c'est des gêneurs, on a envie de les détruire rapidement, surtout qu'ils peuvent tomber vite fait. Sauf que cette anomalie, quand elle perd son dernier point de vie, elle explose. Hein, elle explose comme une sorte d'éclat de cristaux. Hein, ce qui va faire 1 des 5 dégâts de feu dans un rayon d'un des 5 brasses. Et donc on lance, alors on peut très bien avoir entre guillemets de la chance, et ça fait que 1 de dégâts à une brasse de distance, mais ça peut aussi faire 5 points de dégâts à 5 brasses de distance. Et là, ça peut faire très mal, puisque ça répand le feu. Et bah, si vous avez encore le totem de feu juste à côté, ça va potentiellement augmenter son armure si elle engage ces gens-là qui sont enflammés, et ça va augmenter sa capacité de mouvement. Et puis, le feu, c'est jamais cool, puisque ça provoque des tests de morale. Voilà. Donc, une petite anomalie qui est un petit peu moins gênante quand même que les anomalies symbiotiques, mais qui peut avoir son effet en cumulation avec les autres effets de cette aberration. Voilà. Au niveau des capacités, les capacités, globalement, il y a 3-4 grands types de capacités. Il y a les capacités communes à pas mal d'aberrations, en tout cas aux 3 premières. C'est des capacités de réactivation d'un membre ou des capacités d'invocation d'anomalies. Mais ça, on ne les voit pas trop, je ne vais pas en parler. Il y a 3 grands types, par contre, de capacités dans cette aberration. La première, c'est comme on le voit là à l'écran, des capacités liées au mouvement. Hein, c'est des capacités qui vont justement favoriser cette mobilité de l'aberration en permettant de permuter la place de un ou plusieurs morceaux de l'aberration, et
Ce qu'il faut savoir avec ces capacités, c'est qu'à chaque fois c'est marqué, c'est que ça fonctionne avec les totems invoqués par les sorts. C'est-à-dire que votre aberration totémique, elle va potentiellement au cours de la partie invoquer des petits totems à droite à gauche, des totems de feu, etc. Voilà. Et elle va pouvoir permuter la place avec ces fameux totems invoqués via les sorts. Ce qui va rendre les possibilités de permutation encore plus importantes, avec des capacités de mobilité encore plus gênantes pour le joueur qui affronte cette aberration. Et ça rend ces mouvements encore plus compliqués à prévoir. Et comme on voit au niveau 2, avec le grand chamboulement, c'est quand même encore plus violent, puisque c'est pas un totem avec un autre, c'est 3 totems qui peuvent changer de place. Donc on peut se retrouver avec des totems qui vont changer énormément entre eux, qui sont à 4 bras les uns des autres. Donc pareil, hein, ça peut faire des gros mouvements, et ça permet aussi de permuter un briscard entre eux, enfin des briscards entre eux. Ce qui peut être aussi gênant. Et ça peut entraîner l'activation des fameuses auras. Puisque les auras, où quand on rentre dedans, par exemple je pense à l'aura de fournaise, on doit faire un Shiver Me-Timber, bah, quand on permute, on vient de rentrer dans l'aura parce qu'il y a un briscard qui était déjà dedans, on permute avec quelqu'un qui était à l'extérieur, et pouf, il se retrouve aussi obligé de faire le fameux Shiver, etc. Donc des capacités très embêtantes qui améliorent encore plus la mobilité de cette aberration qui est pourtant immobile de base. Après, à côté, il y a quelques capacités, je ne les ai pas toutes montrées, qui sont liées aux dégâts. Donc elles vont faire des dégâts bruts. Je rappelle, les capacités de dégâts, c'est pas des attaques. Donc si c'est pas marqué sur la capacité que vous pouvez défendre, vous prenez les dégâts. Par exemple, le coup de tête, vous prenez donc un coup de tête, donc il faut être dans la zone de contrôle du corps de l'aberration, mais vous prenez 10 dégâts. Bam. Voilà, c'est pas défendable, vous prenez les dégâts, puis c'est tout. Voilà. Donc c'est des capacités qui vont rajouter des dégâts avec parfois même des effets. Effets de gelure, etc. Et voire des effets de collision. Donc ça va rajouter un petit peu de punch à l'aberration, mais c'est pas les capacités les plus, on va dire, les plus notables. Par contre, il y a quelques autres capacités que j'appelle des capacités de combo, qui sont très puissantes et très intéressantes, puisqu'elles vont se jouer, en fait, avec des effets qui vont être plus ou moins forts en fonction des pieds totems que vous avez. Par exemple, la rafale de vent, qui fait que tous les briscards qui sont à moins de 2 brasses du corps de l'aberration totémique ou d'un totem d'air vont se retrouver repoussés d'un des 5 brasses, avec forcément des effets de collision. Donc, si vous jouez le totem d'air, et ben là, la capacité là va être majorée en termes de puissance. Voilà. Là, l'autre capacité d'attiser les flammes, c'est tous les briscards qui subissent déjà un effet de feu, vont forcément encaisser immédiatement en plus 2d5 de dégâts. Donc forcément, si votre aberration totémique a déjà posé avec la magie des totems de feu, qui ont lancé des sorts de feu, ou que vous avez un pied totem de feu, qui a déjà, avec l'effet de fournaise, etc., infligé pas mal d'effets de feu, cette capacité peut être extrêmement puissante. Au contraire, si vous ne jouez pas le totem de feu, cette capacité est extrêmement réduite en termes d'effets potentiels. Et il y a aussi par exemple l'aura de froid que je vous présente là aussi, puisque tous les briscards qui sont à 3 brasses ou moins de l'aberration totémique ou d'un totem d'eau, la jambe, vont subir un effet de gelure et en plus se retrouvent sonnés. Donc pareil, hein, donc c'est potentiellement très puissant, surtout si vous jouez le totem d'eau. Voilà. Donc des capacités qui ne sont pas à négliger, mais qui vont être souvent, on va dire, dépendantes situationnelles. Hein, ça va dépendre de la situation sur la table au moment où vous avez la capacité qui va s'activer, ou que vous l'avez dans la main en tant que joueur aberration, et aussi de vos choix initiaux. Hein, si vous avez choisi au niveau 1 d'avoir par exemple le totem eau et le totem terre, les 2 premières cartes de capacité peuvent avoir un effet, mais pas aussi fort que si vous aviez choisi de commencer avec un totem air et feu. Voilà. Ensuite, il y a les sorts. On l'a vu, c'est une aberration qui a quand même pas mal de capacités
à lancer des sorts, un peu moins quand même que l'aberration symbiotique, surtout qu'il va falloir faire des choix, mais il y a quand même de nombreux sorts. Les sorts auxquels elle a accès, c'est les sorts de totémisme. Les sorts de totémisme, il y en a deux, trois qui sont dédiés à des chamans thuléens, qu'on va voir tout de suite. Le premier, c'est le sort Ongan. Il y a le sort Foudre Mystique et le sort Totem de Glace et d'eau. Alors, le sort d'Ongan, qui est initialement réservé à Anna, peut être très bien, puisque c'est un sort qui marche sur un allié, ou le lanceur lui-même. Donc, il faut être dans la zone de contrôle, c'est une fois par tour. Donc, vous pouvez potentiellement, avec votre tête, s'activer et balancer un onguent à chaque tour, sur la tête, sur le corps, sur le double bras, ou même sur un totem, pied, qui se retrouve dans la zone de contrôle de deux brasses de l'aberration totémique. Et vous allez vous retrouver avec un petit sort de soin. Voilà, ça peut être un plus. Le sort est pas trop difficile à lancer, il coûte pas trop cher. Donc pourquoi pas? Franchement, ça se réfléchit et c'est pas embêtant. Le deuxième, le sort Foudre Mystique. Donc ce sort-là est un petit peu plus particulier, puisque de base il est réservé à Nalahagak, et il a une portée arme de corps à corps. Sauf que l'aberration n'a pas d'arme de corps à corps. Donc c'est un sort, on ne peut pas le jouer sur l'aberration totémique. C'est d'ailleurs la même chose pour le totem d'eau, qu'on voit tout de suite, puisqu'il n'a pas un gros intérêt. Certes, l'aberration peut le lancer. Pour 2 points d'action, vous pouvez lancer un totem une fois par tour qui va invoquer un petit totem d'eau. Voilà. Sauf que ce totem d'eau n'a pas d'effet de base. Il avait un intérêt pour le sorcier, je crois que c'est Tupilek, puisque quand il était à proximité d'une source d'eau, il réduisait la difficulté des sorts qu'il lançait de 1, et le totem d'eau était considéré comme une source d'eau. Voilà. Mais voilà, l'aberration n'a pas d'intérêt à faire ça, puisque ça réduit pas le totem d'eau ne réduit pas la difficulté des sorts. Il peut avoir un intérêt, on va dire, secondaire, c'est que avec les cartes de capacité pour une zone de déplacement. Mais vous avez d'autres totems qui vont avoir des effets, donc quitte à le faire, autant ne pas payer 8 points d'action avec un totem qui va avoir aucun effet. Voilà. Et le quatrième et dernier sort particulier, c'est le totem de glace, qui lui peut avoir un intérêt par contre, ça coûte beaucoup de points d'action, 5, mais ça permet d'avoir un totem, et c'est un totem qui, quand vous l'invoquez, est immobile, certes, mais je rappelle, avec les cartes de capacité, avec les capacités de l'aberration, ça se téléporte, ça se permute de place. Et vous avez un totem qui, quand vous allez activer votre tête, va s'activer en même temps et va être capable, avec ses 6 points d'action, de faire des attaques de glace, donc des attaques de tir. Et donc, certes, c'est 5 points d'action, mais ça s'active en même temps que votre tête. Donc, au moment où vous lancez le sort, vous pouvez activer directement le totem de glace, si je ne me trompe pas. Et ça fait un totem qui a des points de vie, qui a des points d'action, qui a des capacités de tir, certes qui est cher, qui est difficile à lancer, mais l'aberration totémique a quand même un bon niveau de mental, surtout au niveau 2 et 3. Et donc, pourquoi pas, l'intégrer, ça peut avoir une puissance assez phénoménale, cumulée à votre aberration. Et puis en même temps, si le bricard s'échine à détruire ce totem de glace, eh ben, vous pouvez, c'est des points d'action qu'il n'aura pas utilisés pour taper sur le corps de l'aberration, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est les totems un petit peu dédiés. On voit qu'il y en a certains qui ne sont pas intéressants, d'autres un petit peu plus. Après, il y a les sorts primordiaux, qui sont au nombre de 3. C'est des sorts que l'aberration totémique a gratuitement. Et globalement, ils sont tous bien. Le totem de feu, un grand classique que tous les joueurs thuléens apprécient. L'aberration totémique, elle l'aime bien aussi. C'est un totem, pouf, il balance du feu quand vous le décidez à l'activation. Et puis pareil, c'est un totem que vous allez pouvoir permuter de place, etc. Qui va permettre de vous déplacer, pourquoi pas. Et qui ajoute des effets de feu avec ses dégâts de feu. Et donc, cumulé avec un totem pied-feu ou les capacités de feu qu'on a vu précédemment, ça marche très bien. Le totem d'air, le totem de terre sont tout aussi intéressants
et de toute façon, ils sont gratuits, vous y avez accès. Et au pire, ça fait quand même des totems que vous posez par terre. À ceci, j'ai rajouté le sort Crains-moi. C'est un sort que n'importe quelle aberration a, hein. D'ailleurs, j'en ai pas parlé avec l'aberration symbiotique, mais ça peut avoir un intérêt de mettre ça sur la tête, puisque vous n'avez qu'une seule tête. Donc, la destruction de votre tête totémique fait que vous ne pourrez plus invoquer et lancer de sort. Et ça peut avoir un intérêt d'utiliser ce sort pour protéger votre aberration en forçant l'adversaire à claquer plus de points d'action que nécessaire pour lui taper dessus. Voilà. Et après, eh ben, il y a énormément de sorts totémiques. Donc on va les regarder rapidement, hein. Il y a des sorts de dégâts qui peuvent, pareil, être plutôt intéressants, hein. La rage destructrice, voire la force des anciens. La rage destructrice, c'est un effet pendant un tour. La force des anciens a un intérêt puisque c'est permanent. Mais dans les deux cas, comme vous avez beaucoup d'attaques, que ce soit par vos totems ou par vos pieds, enfin vos doubles mains ou même votre tête avec le souffle, d'augmenter les dégâts de zone que vous allez infliger, ça peut avoir un effet assez important. Bon, c'est des sorts qui coûtent cher, qui ne sont pas faciles à lancer, mais ça peut s'envisager. Donc c'est des choses que vous pouvez faire tout à fait avec cette aberration totémique, en fonction de l'orientation que vous voulez faire. Par contre, pareil, il va falloir faire des choix, hein, parce que même au niveau 3, 10 points d'action, vous ne lancez pas 20 000 sorts à chaque tour. Vous avez à côté des sorts d'amélioration, des sorts qui sont très nombreux en totémisme. C'est pas forcément les plus puissants, puisque vous n'avez pas accès aux sorts d'invulnérabilité, mais vous avez les deux pendants, c'est-à-dire que vous avez des sorts qui vont réduire de 2 les dégâts au corps à corps et de 2 les dégâts au tir. Voilà. Il y a d'autres sorts qui vont augmenter les seuils de vos attaques. Alors ça peut paraître bizarre de dire, bah tiens, on va augmenter les seuils d'attaque sur une aberration qui a des grosses capacités, mais je rappelle, hein, que par exemple, le totem d'eau, c'est dextérité x2. Au niveau 1, votre aberration n'a pas forcément une dextérité très importante, hein, je crois de 4, ou peut-être 5. On va revoir, attendez, j'ai un petit doute. Il faut que je reprenne la carte de corps. Voilà, oui, elle a une dextérité de 4. Donc par exemple, votre totem d'eau, au niveau 1, si vous le choisissez, eh ben, ses attaques de tir, ben, c'est dextérité x2, et ça se défend à dextérité de base, donc ça se défend à 4. Et ça tire avec un seuil de 8. C'est assez facile à défendre pour un briscard moyen. Et bah, si vous voulez absolument que ces attaques placent, parce qu'en face, l'adversaire a un canon ou deux, bah, c'est pourquoi pas augmenter la valeur de seuil des tirs de ce totem, par exemple. Ça peut être un effet. Voilà. Donc vous avez plusieurs capacités comme ça qui peuvent être intéressantes. L'accélération, j'en parlais aussi, pour augmenter les mouvements de vos pieds. Ça peut être intéressant. Voilà. À côté de ça, il y a l'opposé, hein, les sorts de malédiction, hein, ralentissement, fébrilité, qui vont permettre de pourrir un petit peu les briscards adverses. J'en parle, pourquoi pas, hein. Le ralentissement peut être embêtant, hein, surtout qu'on peut le lancer 2 fois par tour. Ça peut toujours être intéressant quand l'adversaire joue beaucoup sur un briscard, genre un gros colosse qui peut vous faire très mal, ou sur un artilleur, si vous lui enlevez 4 points d'action, ben, il va forcément beaucoup moins bien tirer. Donc c'est une chose qui peut s'envisager, comme la fébrilité. Et bien sûr, cette aberration a aussi quelques sorts de soins. Elle n'a pas le meilleur sort de soins, hein, le régénération, elle n'y a pas accès. Par contre, elle a accès au sort onde revigorante, qui est quand même pas trop mal, que je peux conseiller, hein, en sort de soins. Mais moi, avec l'aberration totémique, j'aime énormément le sort de transfert. Puisque le sort de transfert, vous prenez un de vos membres, un allié, hein, et vous allez transférer un des 10 dégâts vers l'allié de votre choix. Voilà, vous ciblez un de vos alliés et vous transférez un allié. Et les alliés, vous en avez plein, hein, puisque bah, vous pouvez transférer ces dégâts d'un pied à un autre, ou du corps à un autre, par exemple, quoi, à un pied. Et dans ces pieds, vous avez ce fameux pied
de terre, qui a un nombre de points de vie hallucinant, hein, avec 30 voire 35 points de vie, qui a une capacité à encaisser est phénoménale en réduisant les dégâts de 4, et que l'adversaire va avoir beaucoup de mal à vouloir détruire. Généralement, il ne va pas vouloir du tout taper dessus. Et ben, vous pouvez, si vous voyez que vous avez un de vos membres qui est dans un sale état, transférer des dégâts, pourquoi pas, à ce membre, à ce pied totem. Ou au contraire, bah, vous avez invoqué juste avant un totem de feu, un totem de terre, un totem d'air, un petit totem quoi d'invocation. Voilà, qui a 6, 7, 8 points de vie. Et ben, hop, vous transférez des dégâts de vos membres vers un de ces totems que vous venez d'invoquer. Voilà, il se retrouve avec un petit peu moins de dégâts. Euh, voilà, mais c'est pas grave, c'est un totem que vous avez invoqué, que vous pourrez réinvoquer derrière. Donc ça permet de transférer. C'est un sort qui coûte rien, qui est très facile à lancer. Et en plus, si vous faites une réussite critique, vous pouvez transférer ces dégâts vers un ennemi de votre choix. Et donc, cette capacité de transférer est très forte, puisque vous pouvez aussi transférer vers une anomalie, hein, pour pourquoi pas la faire se déplacer vers les briscards, et puis bah, vous lui enlevez les derniers points de vie, et pouf, elle explose. En mourant, elle est détruite, et elle explose au milieu des briscards adverses, qui vont prendre des dégâts de zone. Donc il y a des combinaisons qui sont jouables avec ce sort, très sympa. C'est un sort de soin un peu maquillé, mais il marche très bien avec cette aberration. Voilà, on a fait un peu le tour de cette aberration, comme je vous avais dit, hein, il y a énormément à dire sur cette aberration totémique. Hein, beaucoup de possibilités, beaucoup de capacités à gérer, et c'est vrai que ça peut être intimidant, à la fois à jouer ou à affronter. Donc, je peux donner quelques conseils hein, de ce que de mon expérience personnelle. Hein, je dis pas qu'il y a tout là-dessus. Hein, j'avoue que c'est pas que je l'ai pas autant joué que l'aberration symbiotique. Hein. Mais globalement, c'est une aberration, il faut pas hésiter à invoquer plein de petits totems. Hein. La magie reste intéressante. Invoquer des totems, jouer avec les petites anomalies pour avoir des possibilités de mouvement. Parce que si l'adversaire se retrouve avec des colosses, avec des briscards qui peuvent potentiellement vous faire très mal, et ben plus vous avez de totems sur la table, plus vous allez avoir de moyens de vous déplacer grâce à vos cartes de capacité ou en tout cas protéger vos totems. Et ça va répandre les effets des différents éléments, hein, que ce soit les effets gelures, les effets enflammés, les effets sonnés que vous allez pouvoir mettre à droite à gauche. Plus vous allez mettre des tas négatifs sur les briscards adverses, plus votre aberration et ses capacités vont augmenter en puissance. Voilà. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner quand vous jouez une aberration. Néanmoins, il faut aussi faire attention à votre placement. C'est que l'aberration a un socle quand même gros, hein, 80 mm, c'est quand même assez important, de toise. Donc quand vous positionnez vos différents totems, vos totems pieds, ou quand vous invoquez des totems, il va falloir penser aussi à si je veux permuter de place, est-ce que j'ai la place de faire cette permutation? Et donc toujours laisser de la place pour permettre à votre aberration totémique de se déplacer, d'utiliser ces permutations. Parce que rapidement, on peut se trouver entraîné, tiens, je vais mettre un petit totem de feu, un petit totem d'air, un petit totem de terre, et puis à côté, je vais mettre mon totem d'eau, hein, au milieu de tout ça. Sauf que bah, vous vous retrouvez après avec le briscard adverse qui engage votre totem d'eau, et là, vous n'avez pas moyen de permuter votre totem d'eau pour le protéger avec votre corps, quand vous l'activez, parce que le corps de l'aberration n'a plus la place pour se positionner à l'endroit où se trouvait le totem d'eau. Parce que l'aberration totémique, elle doit, dans son socle, intégrer la totalité du socle initial où était positionné le totem d'eau. Et si juste à côté, bah, il y a un briscard que vous n'avez pas le droit de déplacer, hein, et que vous avez des petits totems à côté, voire des éléments de décor, vous allez vous retrouver bloqué et ne pas pouvoir sauver ce fameux totem d'eau, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est l'autre chose auquel il faut faire attention. Et de la même manière, jouer
quand vous jouez, pensez toujours aux combinaisons, au début de la partie, sur votre aura totémique et sur les totems que vous allez jouer. Alors, au niveau 3, vous avez les 4 totems. Donc, pas de problème là-dessus, pas trop de choix, à part l'aura totémique. Mais au niveau 1, au niveau 2, réfléchissez en fait aux interactions, aux combinaisons que vous voulez faire. Comme on l'a vu, hein, l'interaction la plus évidente, c'est totem pied de feu et totem pied d'air, puisque les deux propagent le feu entre eux, repoussent, font des dégâts de feu en plus quand les bonhommes sont enflammés, etc. Mais le totem d'air peut, il y a moyen avec le petit totem de feu d'invocation, hein, dans les sorts, dans les sorts de base, de balancer du feu aussi. Donc vous n'avez pas forcément absolument besoin du totem pied-feu pour répandre le feu. Même si on est d'accord, c'est beaucoup plus simple. Mais cette combinaison-là est très efficace. Par contre, il y a d'autres combinaisons qui marchent très bien. C'est par exemple le totem d'air qui se déplace tout le temps de 5 brasses. Vous avancez, vous l'envoyez au contact, pouf, et vous permutez avec le corps de l'aberration. Hein. Le corps de l'aberration se retrouve engagé avec plein d'ennemis, les empêche de sortir, et après vous pouvez repermuter le corps de l'aberration quand vous activez le totem de terre. Et le totem de terre, lui, ben, il ne peut pas se déplacer tout seul, mais il peut permuter de place. Et quand il permute de place, eh ben, il va engager les briscards avec qui, et il va les empêcher de se déplacer. Surtout si c'est des briscards qui n'ont aucun moyen de vous lancer, parce qu'ils n'ont pas une force à 9 ou 10, et qui n'ont aucune capacité d'attaque qui permet de vous repousser. Hein, donc c'est des choses que vous pouvez jouer. Et par exemple, ben, je prends un truc très bête, hein, vous engagez comme ça un artilleur avec son canon, pouf, il est obligé de claquer la totalité de ses points d'action pour sortir de la zone. Ben, il n'a pas tiré. Voilà. Donc ça peut être un autre moyen. Entre le feu, enfin entre l'eau qui est extrêmement mobile et la terre. Voilà. L'eau, ça marche bien avec beaucoup de choses. Par contre, le feu et l'eau, ça se cumule un peu moins, puisque les deux ont tendance à enlever les effets de feu ou enlever les effets de gelure. Donc il faut faire attention à à ces effets. Mais l'intérêt, ça marche quand même bien si vous faites attention à vos cibles, puisque le feu peut engager des bonhommes au corps à corps, les brûler tous et gagner une grosse capacité à encaisser les dégâts, pendant que l'eau, lui, va aller tirer sur les tireurs adverses ou sur les artilleurs. Voilà. Et là-dessus, il va falloir beaucoup jouer sur cette mobilité. Au départ, c'est pas simple, hein. Même en tant que joueur aberration, c'est compliqué. Et il faut toujours faire attention à vos pieds. Vos pieds, c'est votre grande force, mais c'est aussi votre talon d'Achille, sans mauvais jeu de mots. Puisque les pieds, en dehors du totem de terre qui est quand même extrêmement endurant, vos pieds ont toujours des seuils de défense de base assez faibles, qui sont rarement plus que de 5 ou 6 en parade pure. Alors certes, quand il commence à faire des esquives et que c'est constitution plus dextérité, là forcément ça grimpe. Mais encore faut-il avoir des points d'action pour vous défendre comme ça. Et donc c'est des activations qui sont très sensibles à la saturation. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie et ils peuvent tomber très vite. Puisque même un briscard qui a des seuils d'attaque avec une force de 4, par exemple, de 3 ou 4, eh ben, peut passer le seuil de base, puisque votre totem, il aura une défense de base à 4 ou 5, voire même peut-être 6. Mais un briscard, même tout pourri, qui vaut 25, 30, 40 couronnes ou 50 couronnes, qui a une force de 3, va taper à 6 et va potentiellement faire des dégâts à votre totem d'air, à votre totem d'eau. Parce que vous n'aurez plus de points d'action et vous serez obligé de défendre avec un seuil assez faible. Et ces attaques pourront passer. Donc les briscards relativement faibles vont avoir des capacités à détruire vos pieds totems. Et donc ils ont un intérêt. Et c'est un danger pour votre aberration, en tout cas au niveau des pieds. Et une fois que vous perdez vos pieds, vous perdez le champ totémique qui va avec, vous perdez les capacités de ce totem, et vous perdez aussi une activation qui permet de déplacer votre aberration totémique. Et plus vous allez perdre de pieds, plus votre aberration totémique perdra en mobilité.
Et donc ça, c'est un grand danger. Oui, c'est facile de dire, bah, je vais arriver au front avec mon totem de feu, je vais enflammer tout le monde, comme ça j'aurai beaucoup d'effets de feu, et comme ça je vais bien encaisser. Sauf que l'adversaire ben, va peut-être avoir des capacités pour éteindre le feu. Hein, de souvenir, je crois qu'il y a une capacité hein, pour éteindre le feu. Hein, et voir, par exemple, il aura peut-être un routeur qui va annuler un effet sur chacun de ces briscards. Et une fois qu'ils seront annulés, les effets de feu, votre totem de feu va être engagé au corps à corps avec aucune capacité défensive ou presque. Et si vous perdez, si vous avez utilisé tous vos points d'action pour lancer tous vos sorts de feu, et ben derrière, vous n'avez plus rien pour vous défendre. Et un simple journalier chien, par exemple, ou un simple troufion selk ou un simple grondin, va potentiellement pouvoir tuer, détruire votre totem. Donc, pensez quand même que certes, votre corps, votre tête et votre bras encaissent très bien, défendent très bien avec une très grosse constitution. Vos pieds totems, par contre, sont beaucoup plus fragiles. Ça reste quasiment en seuil de base, en parade, des briscards assez basiques. Donc, si c'est des briscards basiques, les briscards adverses peuvent espérer les détruire. Et ils n'ont pas non plus 40 points de vie chacun. Voilà. Ça, c'est un conseil. Défendez vos pieds. Soignez-les, protégez-les avec des capacités défensives, etc. Mettez-les rapidement en protection. Par exemple, j'ai tout infligé, et puis ben, à la fin, je claque 2 points d'action pour me téléporter à la place du corps, pour me retrouver en arrière, pour ne pas avoir à subir justement la contre-offensive. Voilà. Et avec tout ça, le dernier conseil, voilà, c'est jouer sur vos auras. Voilà. C'est une fois que vous avez réfléchi à votre combinaison, pensez à vos placements de totem, de pied totem et de corps, pour dire, bah tiens, si je permute à tel moment, est-ce que je ne vais pas entraîner un effet avec mon champ totémique de feu, ou mon champ totémique d'air, etc., ou de terre, ou même d'eau, pour embêter un maximum de briscards adverses en permutant. Donc jouez vraiment là-dessus. Voilà. Enfin, voilà, c'est bien beau de dire comment jouer cette aberration et comment pourrir les pauvres petits briscards qui l'affrontent. Maintenant, je peux vous donner aussi quelques conseils sur comment affronter cette aberration. Voilà. Donc, on l'a vu depuis le début, la mobilité de cette aberration, c'est terrible. C'est un grand danger. Elle a des capacités pour gêner, contrairement à l'aberration symbiotique, vos tireurs. Voilà. Donc, en fonction de votre composition de bande, si vous jouez beaucoup sur les tireurs, eh ben, il va falloir prioriser vos cibles. Hein. Les pieds et les têtes, enfin les petits totems et les corps de l'aberration, qui vont potentiellement pouvoir vous empêcher de tirer. Je pense notamment, de manière évidente, au pied totem haut, qui va vous embêter, hein, qui va embêter vos tireurs, c'est clairement votre cible prioritaire. Mais le pied totem de terre, lui aussi, va être très rapidement un danger, parce que lui-même ne peut pas se déplacer, mais si vous êtes engagé avec l'aberration totémique, parce qu'elle vous a engagé d'une façon ou d'une autre, ou que vous l'avez engagée, à tout moment, elle peut changer de place avec ce pied totem. Et donc, comme je dis, hein, vous pouvez vous retrouver avec des activations successives avec vos canons, vos artilleurs, vos tireurs qui se retrouvent engagés comme ça. Donc faites attention. Si vous vous retrouvez à côté d'un petit totem de feu ou d'un petit totem d'eau qui a été invoqué par l'aberration symbiotique, totémique, vous faites attention, à n'importe quel moment avec une carte de capacité, elle peut transmuter la place avec un totem de terre ou un autre totem, mais le totem de terre peut être très embêtant. Donc vos placements vont être très importants. C'est une aberration qui reste quand même très sensible aux attaques de zone et aux attaques de tir en particulier, mais aux attaques de zone aussi. Principalement pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle n'a pas une grosse capacité pour se protéger de tout ça, si elle ne vous a pas empêché de tirer avant de manière active. Et vos attaques de zone sur le corps, ben, si les totems pieds ne sont pas dans la zone juste de contrôle des 2 brasses, ils ne peuvent pas défendre aussi, ils ne peuvent pas protéger le corps, et ils ne peuvent pas l'aider. Et donc, quand vous faites une attaque de zone, artillerie ou autre, vous allez toucher, même au corps à corps, la tête, le bras et le corps, par exemple uniquement, s'il n'y a que ça au corps à corps, et potentiellement, il y a moins de contre possible.
C'est pas comme l'aberration symbiotique où il y avait 3 bras qui allaient pouvoir vous taper dessus, plus 2 têtes avec un coup de boule, plus 2 pieds avec un coup de pied. Voilà. Là, potentiellement, il n'y a que la tête qui va potentiellement faire un contre et le bras. Alors, les contres peuvent être puissants, puisque vous avez une attaque de souffle, vous avez des attaques de zone, etc. Mais les contres potentiels pour vos bonhommes de corps à corps qui font des dégâts de zone sont un peu moins importants. Hein. Et les pieds, s'ils sont éloignés, vont perdre en efficacité. Je rappelle, la zone des champs totémiques, c'est une portée de 5 brasses. Si vous avez un briscard ou une capacité qui a le moyen de déplacer les totems, je pense, voilà, par exemple, on peut imaginer, hein, vous prenez un de vos briscards colosse qui a 9 de force, vous lui mettez une potion ou deux de force, et puis là, vous pouvez soulever un totem et le balancer à l'autre bout de la table. Hein. Ou si vous avez un briscard ou plusieurs briscards qui ont des capacités pour repousser avec des attaques qui repoussent l'adversaire. Ça, il y en a de nombreux et ça marche très bien avec ça. Ou alors d'autres briscards qui ont un moyen de forcer le déplacement. Je pense notamment à Manteloff chez les Ictiens qui, avec un point d'action, force la cible à se déplacer de son mouvement. Alors j'ai un doute, je ne sais plus si la capacité là c'est marqué le briscard adverse ou l'ennemi. Voilà. Mais dans tous les cas, ces capacités-là, il y en a de nombreuses et elles vont vous permettre en tout cas que ce totem, ce pied totem, se retrouve à plus de 5 brasses du corps. Et une fois qu'il a plus de 5 brasses, il n'y a plus de champ totémique. Donc il n'y a plus l'effet lié. Et surtout, si par exemple il va se retrouver isolé, et si par exemple il veut le protéger et que le corps se permute avec ce pied totem, c'est le corps lui-même qui va s'éloigner de tous ces autres pieds totems, et donc il y aura peut-être potentiellement plus aucun champ totémique. Ce qui fait que tous les autres pieds vont se retrouver très éloignés du corps, et sans les champs totémiques et sans ces auras totémiques, ces pieds vont se retrouver isolés et extrêmement fragilisés. Voilà. Donc toutes ces capacités qui vous permettent de forcer un mouvement chez l'adversaire peuvent être extrêmement forts pour isoler un pied ou deux et ensuite les détruire. Parce que tant qu'ils vont être dans le champ totémique, hein, je pense notamment par exemple au champ de la fournaise, vous retrouvez à faire un Shiver Me Timber, prendre des dégâts de feu, etc. C'est terrible. Mais si vous sortez ce totem des 5 brasses du corps, il n'a plus ça. Il n'a plus cette capacité défensive. Donc, jouez là-dessus. Pensez votre composition de bande avec des briscards qui ont ces capacités, sorts, capacités ou attaques particulières, pour justement favoriser tout ça. Voilà. Donc ça peut être une bonne chose de privilégier, d'arriver à isoler. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est justement saturer comment on appelle ça, un pied totem pour l'empêcher de changer de place. C'est que, comme je l'ai dit, pour les joueurs qui veulent jouer l'aberration et qu'il faut qu'ils fassent attention, c'est que, imaginons, vous avez un pied totem qui se retrouve tout seul au milieu de la pampa avec une grande large zone, donc l'aberration totémique peut permuter sans problème. Si d'un seul coup vous mettez 3 briscards autour, parce que vous en avez mis un devant, un sur le côté un petit peu derrière à gauche et un petit peu sur le côté derrière à droite, et bien il se retrouve plus ou moins isolé et l'aberration totémique ne peut plus se positionner à la place, puisque il n'y a plus la zone pour se placer sans vous déplacer, vos briscards. Et vous pouvez jouer là-dessus, sur isoler un totem comme ça, ou jouer avec les décors. Avec des décors, si vous avez des décors que vous pouvez lancer, vous pouvez très bien lui lancer une caisse qui est à proximité sur elle, et hop, ça fait un décor qui est à côté. Et hop, comme ça, l'aberration ne peut plus se positionner. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez jouer avec les décors, avec vos briscards pour isoler et ensuite détruire un briscard. Bien sûr, la combinaison qui marche très bien, c'est que vous avez un de vos briscards qui force un mouvement pour le sortir de son champ totémique, et puis après, vous envoyez des petits briscards dessus pour l'entourer, pour empêcher l'aberration de le permuter. Voilà. Autre chose, c'est que cette aberration n'a pas beaucoup d'activation. Surtout au niveau 1, voire 2, puisque globalement, elle a uniquement une tête,
et un bras en activation. Et après, il y a les pieds. Donc au niveau 1, elle a 2 pieds, elle a que 4 activations. Et ça fait très peu, puisque si vous avez déjà activé 3 ou 4 petits briscards, et ben elle a activé potentiellement la totalité de ses membres. Alors bien sûr, elle peut activer des anomalies, elle peut utiliser des cartes capacité, mais peut-être que ça va forcer l'utilisation de cartes capacité à des moments qui ne l'intéressent pas. Voilà. Et donc vous pouvez jouer là-dessus. Si vous avez une bande avec beaucoup d'activation, vous pouvez vous retrouver avec l'aberration en face qui a activé, on va dire, à un moment tous ses membres, et tous ses pieds totems, qui ne peut plus activer ces pieds-là. Et à ce moment-là, vous avez 2-3 activations qui vont permettre de finir le travail. Et ça marche d'autant mieux que, comme on l'a dit, les pieds totems ont souvent des seuils de défense assez faibles. Donc les petits briscards qui n'ont que 3 ou 4 en force, ou qui ont des seuils de dextérité de 3 ou 4 pour les tirs à distance, peuvent avoir un intérêt. Ils peuvent jouer, ils peuvent potentiellement faire des dégâts à l'aberration. En tout cas, à ses pieds totems. Et à certains de ses pieds totems. Voilà. Autre chose, c'est fort probable que si le joueur aberration joue le pied totem de terre, ça soit l'un des 2 pieds totems qui se retrouve à potentiellement défendre le corps. Et ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez taper le corps, tant que ce pied totem sera en vie, les dégâts vont pouvoir lui être transmis avec le fameux réduit les dégâts de 4. Le pied totem, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas beaucoup de choix pour le taper. Il faut arriver soit à avoir des gros DPS avec des grosses baffes, des colosses ou des bonhommes qui vont taper très très fort avec des forces de 7, enfin avec des dégâts de 7, de 8, de 9 pour faire des dégâts. Ou alors, si vous avez un petit briscard qui est englué, et ben voilà, c'est pas grave, vous jouez sur le critique. C'est-à-dire que vous faites une seule attaque avec tous vos dés. Hein, vous boostez vos dés avec 6 points d'action en plus, vous lancez 2 dés de plus et vous espérez le critique. Puis avec le critique, vous n'allez pas faire 3 dégâts, mais 3 plus votre force. Voir si vous faites un double critique, vous allez rajouter encore 2 fois votre force. Et donc l'attaque en elle-même va pas faire 3 dégâts, c'est-à-dire rien du tout, mais potentiellement 6, voire 9. Et là, vous allez faire des dégâts. Alors certes, vous allez en faire qu'une seule, mais il vaut mieux en faire qu'une seule qui va infliger 4 ou 5 points de dégâts que de faire 3 attaques qui ne feront aucun dégât ou peut-être qu'un seul dégât. Voilà. Et ce totem-là va être une véritable plaie. Autant les 3 autres ont tendance à faire peur avec je te repousse, je te fais des dégâts de collision, tu prends des dégâts de feu, tu fais des Shiver Me Timber, je te gèle, je te sonne, etc. C'est très embêtant. Mais en fait, à la longue, quand on joue, on se rend compte que le totem pied de terre est le plus embêtant. Parce qu'il va vous pourrir des activations complètes. Et s'il se retrouve sur vos plus gros colosses, sur vos plus gros figurines qui sont là en théorie pour taper l'aberration totémique, ben, vous perdez votre activation soit à taper dessus comme un sourd et les 3 quarts des dégâts sont absorbés, soit, alors que vous auriez peut-être aimé aller détruire le totem de feu ou le totem d'air qui était à côté, soit vous allez claquer toute votre activation pour sortir de cette zone, sauf que qu'est-ce qui l'empêchera à l'activation suivante, au tour suivant, de recommencer et de se redéplacer via des mouvements pour refoutre le totem terre à côté. Et vous allez voir que c'est une véritable plaie, surtout que lui, il se défend à constitution, avec une constitution de 9, 10 ou 11, que déjà il faut passer ce seuil, et que derrière, il encaisse ultra violemment. Et qui peut potentiellement encaisser encore plus avec des sorts de protection qui vont bien. Voilà. Pareil, la magie c'est fort, donc n'hésitez pas vous-même à jouer un sorcier. Pas des sorciers avec des sorts qui vont faire des dégâts, puisque, bah, je rappelle, hein, les aberrations ont tendance à bien se protéger, à avoir des effets très aléatoires, et généralement vous allez à prendre plus cher que vous n'allez infliger de dégâts. Par contre, voilà, un sorcier avec des sorts de contre-sorts, d'annulation, qui vont permettre d'annuler les fameux sorts qui vont booster ou qui vont invoquer le totem de feu, etc., qui vont vous embêter. Et au contraire, bah, vous jouez par exemple de la même manière sur des sorts qui vont augmenter vos dégâts. Hein, parce que de la même manière, un petit briscard qui a 3 ou 4 de dégâts, s'il rajoute un des 5 à toutes ses attaques
pendant un tour alors qu'il est bloqué sur un totem de terre, bah, potentiellement, bah, ça peut être intéressant, il va peut-être pouvoir réussir à faire des dégâts. Voilà. Donc là-dessus, pensez, je conseille moi de jouer un petit sorcier hein, sur l'ensemble. L'artillerie, ça marche très bien. Les tirs, ça marche très bien. Mais il va falloir les protéger contre ce fameux totem de d'eau ou de terre. Voilà. Et pareil, le totem de feu est souvent utilisé pour engager, enflammer tout le monde. Et comme ça, je bloque tout le monde au feu. Les anomalies sont dangereuses aussi avec leur explosion. Limite, c'est plus leur explosion de zone. C'est moi, souvent, hein, quand j'utilise ces anomalies, je claque le maximum de points d'action pour aller engager au corps à corps. Je tape même pas. C'est j'engage au corps à corps et je garde mes points en défense. Ce qui fait que l'adversaire, je l'empêche de sortir de la zone de défense. Et quand il va finir par me le détruire, et ben, il va exploser au milieu de la bande adverse et faire des dégâts. Voilà. Donc, mais ça peut se retourner contre l'adversaire, puisque cette anomalie, quand elle explose, elle fait des dégâts à tout le monde. Alors, il me semble, hein, on va vérifier ensemble. Euh, voilà, elle ferait 1 des 5 des dégâts de feu dans un monde 1 des 5 brasses. C'est-à-dire que si le brisca, l'anomalie, vous le prenez, vous le lancez et il est détruit en plein milieu des totems adverses, des pieds totems et de l'aberration, et ben ils vont tous prendre des dégâts. Ils vont prendre ces 1 des 5 dégâts sur 1 des 5 brasses. Donc ça peut aussi se retourner contre l'aberration, ces anomalies avec ces dégâts de zone. Voilà. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ces petits conseils au niveau de comment affronter, comment jouer, un petit peu ces explications sur cette aberration totémique, c'était un petit peu dense, hein, je sais, je m'en excuse, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire et encore, j'ai pas tout dit. Il y a encore quelques petits tricks que vous allez découvrir en jouant l'aberration ou en l'affrontant hein, qui peuvent être sympas. Hein. Le lancer, c'est très bien. Lancer des petits totems, c'est très bien aussi d'ailleurs, tant que j'y pense, hein, parce que les petits totems, c'est des objets, donc ça se lance aussi très bien sur les aberrations et ça permet de changer de place et de bloquer un pied totem par exemple. Enfin, il y a plein de tricks comme ça qui peuvent se jouer et se découvrir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Hein. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur les aberrations qui seront donc forcément sur la dernière, la troisième et dernière pour l'instant, l'aberration alchimique, où il y a aussi pas mal de choses à dire, elle est sympa aussi. Hein. Et sur ce, je vous souhaite bon vent sur les mers d'Anthropia.